Cette émission vous est présentée par NHCO Nutrition, laboratoire français créateur de compléments alimentaires santé, minceur et bien-être, spécialiste des acides aminés. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission sur NutriCast. Qu'est-ce qu'on aime retrouver ces émissions NutriCast que vous écoutez en podcast sur NutriCast, mais aussi sur le live de Nutri Radio et sur la partie podcast de Nutri Radio. On est multicanal, ça ne change pas les contenus. Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir quelqu'un qui est qui a son petit siège, son grand siège même dans les studios de Nutri Radio, de NutriCast. C'est Alexia Mannarino, experte en communication scientifique chez NHCO Nutrition. Et voilà, donc on adore vous avoir. Ça va ? Oui, très bien. Bonjour Fabrice. Alors, vous dites très bien. Et à chaque fois que vous venez, vous êtes stressé, alors que, comme je vous disais en antenne, mais c'est chez vous ici. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, tout à fait. Mais l'exercice de la radio, c'est quand même un exercice différent. Ouais, bon, ça va. Vous êtes en plus dès qu'on vous entend, ce qui est bien parce que vous êtes experte en communication scientifique chez NHCO et donc ça veut dire que vous savez vulgariser. Tout à fait. Et donc là, on adore nous quand les gens savent, nous expliquer des choses qui peuvent aussi être dites de manière parfois très compliquée. Là, vous rendez ça intéressant et c'est ce qu'on adore. Et on va parler aujourd'hui d'une thématique actuelle. Comment perdre du poids avant l'été ? Non. Complètement hors sujet, non, pas du tout. On va parler de affronter cet hiver qui est là, on a froid. Comment on peut affronter cet hiver ? Vous allez me donner toutes les clés dans un tout petit instant. Pour l'instant, cher Alexia, comment et pourquoi surtout on tombe malade ? Pourquoi dès qu'il fait froid, ça y est, boum, on tombe malade ? Eh ben, en fait, les virus, ils adorent le froid. Donc, en fait, l'hiver, il est propice vraiment aux infections respiratoires, au rhume, au rhinopharyngite, aux grippes, bronchites, laryngite, enfin tous ces hits liés à la sphère respiratoire. On va avoir comme signe caractéristique nez qui coule, nez bouché, mal de gorge, tout. Voilà, ça va être vraiment tout ça. Donc, on est davantage malade en fait sur cette période froide parce que, comme je disais, les virus ils préfèrent le froid, ils prolifèrent davantage à basse température, mais aussi parce que l'air il est plus sec. Et comme il est plus sec, ça va fragiliser les muqueuses, notamment les muqueuses nasales, qui vont avoir un rôle très important. Je vais le réexpliquer juste après, en vous refaisant quand même. Je voudrais revenir un petit peu sur de la physiologie pour bien qu'on voit comment le corps il se défend par rapport à tous ces pathogènes. Et en troisième élément, en plus de bien sûr que les virus adorent le froid, l'air sec de l'hiver qui nous fragilise, il y a aussi le fait que finalement, on ne respecte pas assez les gestes barrières et que peut-être il serait intéressant lorsqu'on a un rhume, lorsqu'on est malade, de reporter pendant quelque temps un masque. Voilà, et de bien se laver les mains. Non, pas les gestes barrières. Il y a des mots comme ça. Et pourtant, c'est vrai que c'est indispensable. Hein. Mais on les a tellement utilisés à des fins que ça nous rappelle des mauvais souvenirs. Mais quelque part, c'est vrai qu'à cette période-là aussi, il y avait moins d'affections comme ça hivernales. Oui, voilà. Faut vraiment avoir un usage ponctuel. C'est à ce moment-là qu'on va l'utiliser et pas l'avoir tout le temps comme on l'a vécu, effectivement. Mais voilà, on ne veut pas revenir là-dessus. Alors, c'est quoi nos défenses immunitaires ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? En fait, au niveau des défenses immunitaires, il va déjà y avoir toutes les barrières physiques. Ça va être aussi ce qu'on peut mettre dans l'immunité innée. Mais déjà, parlons de ces barrières physiques qui va être évidemment la peau, les muqueuses, mais aussi les sécrétions telles que le mucus, la salive, qui vont permettre d'aller bloquer physiquement ces premiers virus qui peuvent passer. Donc en termes de virus, par exemple, ça peut être tout ce qui est l'influenza, donc la grippe, tous les coronavirus, donc le Covid, on a vu qu'il y en a plusieurs, mais aussi tout le virus respiratoire syncytial, le VRS, qui donne lieu aux bronchiolites. Voilà, ça va être vraiment ce genre de choses. Donc première barrière, la barrière physique. Mais heureusement, il n'y a pas que ça. Il va y avoir aussi tout notre système immunitaire avec, on pense derrière à ça, toutes les cellules immunitaires. Et donc, on a notamment l'immunité innée qui est présente dès la naissance. Donc, les tout petits vont avoir ces cellules qui vont être prêtes à réagir face à n'importe quel pathogène, n'importe quel virus. Le problème de cette immunité innée, c'est qu'elle ne reconnaît qu'un nombre limité d'antigènes. Donc, elle ne va pas agir sur tout et surtout, elle ne va pas être spécifique.
Voilà. Et les cellules immunitaires qui sont concernées par cette immunité innée vont être les monocytes, tous les granulocytes, les lymphocytes natural killers, mais aussi des cytokines. Ça, plus les barrières physiques, c'est déjà cette première barrière, ce premier stop que doivent affronter les pathogènes et les virus. Et après, il y a ce qu'on appelle l'immunité adaptative, l'immunité aussi, on peut l'appeler acquise ou alors spécifique. Donc celle-là, c'est celle où justement elle va être apprise. C'est parce que le système immunitaire, au fur et à mesure, notamment les enfants, ils vont rencontrer le pathogène, ils vont rencontrer un antigène et donc ils vont mémoriser. Donc ça met un peu de temps. Par contre, il faut quelques jours pour que le système immunitaire puisse développer une réponse qui est adaptée face à cet antigène, donc qui va permettre d'aller faire les anticorps. Mais au moins, ça va être complètement adapté. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est spécifique, cette immunité acquise adaptative. Et c'est notamment sur ça que repose le principe de la vaccination. On nous vaccine de manière en fait à ce que notre corps se souvienne et ait déjà en mémoire finalement comment il va lutter contre ce type de virus. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Donc heureusement, pour limiter, pour bien affronter l'hiver, on a déjà le corps qui sait très bien faire, puisqu'il y a cette immunité innée avec les barrières physiques et puis toutes les cellules immunitaires et cytokines, et l'immunité acquise. Alors ces maux de l'hiver, on appelle ça, c'est pas finalement très dangereux, mais ça nous fatigue. C'est ça en fait, ils sont bénins, ils nécessitent pas d'antibiotiques. La guérison, elle est spontanée si on attend quelques jours. Mais voilà, c'est quand même une nuit où on a le nez bouché, où on tousse, la journée où on n'est pas bien, où il faudrait porter un masque, mais en même temps, c'est tellement agréable. J'y reviens. Tu es ravie. D'accord, on a compris. Puis surtout, c'est contagieux. Voilà, c'est contagieux au sein de la famille. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer nos défenses naturelles ? C'est le moment de la petite pause et vous allez nous dire tout cela. C'est juste le temps d'une petite respiration. Restez avec nous. NHCO Nutrition est un laboratoire français, expert en micronutrition et spécialisé dans les compléments alimentaires formulés à base d'acides aminés. Découvrez des compléments alimentaires hautement dosés pour améliorer votre santé et votre bien-être. Des gammes complètes pour vous aider à lutter contre la fatigue, le stress, vous aider dans vos objectifs minceurs ou encore pour améliorer la beauté de la peau et des cheveux. Profitez également de conseils personnalisés sur le site nhco-nutrition.com ou en pharmacie partenaire. Elle est dans les studios masqués, Alexia Manarino, experte en communication scientifique chez NHCO Nutrition, partenaire d'ailleurs de ces émissions, et on le remercie pour nous permettre de développer ces contenus et de vous proposer ces contenus d'intérêt. Et chez vous, j'espère que vous n'avez pas le masque. Non, ni pour cette émission radio, je pense que ça gênerait beaucoup. C'est vrai. Mais d'ailleurs, on pourrait y revenir sur les gènes respiratoires de ce. Mais bon, vous disiez. Vous avez fait en introduction un petit point sur ces maux de l'hiver qui sont gênants, qui sont fatigants et du coup on est rincé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller renforcer ces défenses naturelles et notamment en nutraceutique, c'est ce qui nous intéresse. Eh bien oui, qu'est-ce que la micronutrition et quel actif pourrait être intéressant en cette période ? Et pourquoi ? Donc je vais revenir dessus. Bon, déjà, première chose, regardez ce que vous avez à la maison, parce qu'il y a ça aussi. Nos placards, ils regorgent probablement de peut-être huile essentielle, de vitamine C, de certaines choses que vous allez pouvoir utiliser. Je vais revenir dessus. Donc, on regarde dans son armoire à pharmacie. Et puis, on va évidemment demander conseil en pharmacie pour pouvoir être guidé dans l'usage de ce qu'on a pu peut-être retrouver ou en acheter de nouveau. Justement, moi, je voulais faire un focus, à voir si vous les avez chez vous, sur certains de ces actifs. Et je vais démarrer par des choses très connues et au fur et à mesure, on va aller dans des choses peut-être un peu moins connues dans ce domaine de l'immunité. Suspense. Alors, on commence par quoi ? Qu'est-ce qu'on est tous censés avoir, par exemple ? Voilà, quelque chose d'assez évident.
ça va être l'échinacée. L'échinacée, c'est un extrait en phytothérapie qui est vraiment intéressant pour les infections des voies respiratoires supérieures. Pourquoi ? Parce que l'Agence européenne du médicament, même, elle l'a reconnu. C'est traditionnellement établi que l'usage de la racine d'échinacée pourpre ou l'échinacée à feuilles étroites est intéressante dans le traitement des rhumes. Donc là, vraiment, je vous ai cité telle quelle la phrase de l'Agence européenne du médicament. Et en fait, pourquoi ? Y a de nombreuses études. Là, par exemple, j'en cite une. La prise pendant 14 jours d'une dose quotidienne d'échinacée, elle a eu un effet anti-inflammatoire qui s'exerce en fait par TNF-alpha, une cytokine, mais aussi d'autres interleukines. Pareil, faut se dire que c'est des molécules messagères. Ah oui, expliquez-nous ça, parce que là, j'ai mal à la tête. C'est des molécules messagères. Et on va aussi avoir les leucocytes, et les protéines, les HSP 70, c'est les heat shock protéines. En fait, c'est les protéines de choc thermique qui s'expriment dans vos cellules, et notamment à un endroit où il y a une lésion. En fait, et qui dit lésion, dit inflammation, dit ce qui se passe quand on est malade et qu'on est enrhumé et qu'on a, vous voyez, le nez tout rouge, il faut voir ça derrière. Et donc vraiment, la prise pendant 14 jours d'échinacée, elle a un effet anti-inflammatoire via tous ces mécanismes sur le rhume. Ça a été montré. Et ce qui est intéressant surtout sur l'échinacée, c'est que oui, sur le traitement du rhume, mais oui aussi en prévention. On a cette méta-analyse qui a montré que ça diminuait de 58% le risque de développer un rhume. Et si on a déjà le rhume, comme on le disait, très intéressant en traitement, il peut permettre de réduire à 1,4 jours la durée du rhume. Ah, ça on adore. On adore. En prévention, 58% de diminution de risque de développer un rhume. Donc ça, je peux vous dire qu'il ne faut pas forcément se priver, je dirais même. Et ensuite, une fois qu'on l'a, ça va peut-être réduire, ça va pas peut-être, puisqu'il y a des études qui le confirment. Après, je ne sais pas si ça fonctionne chez tout le monde, parce qu'on est tous des cas un petit peu uniques, et donc rapprochez-vous de votre professionnel de santé. Mais une fois qu'on l'a, ça pourrait réduire donc la durée de l'épisode en moyenne de quasiment 2 jours, on va dire. Donc, autrement dit, on diminue ça de 50%. Il y a des gens chez qui ça dure 3 jours, une semaine. 4 à 7 jours. Voilà, ça va être assez différent. Alors, l'échinacée, on la connaît, même si je ne sais pas si tout le monde était au courant de ses propriétés. Autre actif qu'on connaît moins. Peut-être un peu plus dur, effectivement, l'andrographis. L'andrographis. Moi, personnellement, je n'avais jamais entendu parler. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai. Alors que pour autant, vraiment, en nutraceutique, en micronutrition, l'andrographis, justement, pour toutes les voies... C'est la base. Je suis assez nul dans ce milieu. Non, pas du tout, il ne faut pas dire ça. Mais non, effectivement, l'OMS reconnaît l'usage de l'andrographis pour la prévention et le traitement des infections respiratoires comme la sinusite et la pharyngite. Là, pareil, je vous redis telle quelle l'information. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'andrographis, par contre, on verra qu'il y a un certain dosage. Il faut 1,2 g d'andrographis, qu'on ne retrouve pas toujours. Mais c'est à ce dosage-là que l'OMS reconnaît son utilisation. Et comment ça fonctionne ? Elle va avoir un effet immunostimulant anti-inflammatoire, en passant notamment par NF-kappa B. NF-kappa B, c'est un facteur de transcription que vous avez au sein de vos cellules et qui va permettre de passer en fait la cellule immunitaire en mode attaque, en mode inflammation, si vous voulez. Donc ça va permettre en quelque sorte d'aller peut-être réveiller la cellule immunitaire en dormance parce qu'elle est face à un virus. Je vais me permettre d'adapter. Donc ça va être vraiment par rapport à ça. Et du coup, l'andrographis, comme je vous disais, il va falloir quand même un certain dosage de 1,2 g par jour. Et on a notamment cette étude sur 158 adultes supplémentés à ce dosage-là, contre placebo, qui a montré qu'il y avait une réduction dès le 2e jour, ça c'est vraiment intéressant, de l'intensité et de la fréquence de la toux, des sécrétions nasales, des douleurs aux oreilles, des maux de tête, fatigue, maux de gorge et troubles du sommeil. Donc en fait, dès le moment où ça démarre, l'andrographis à 1,2 g par jour
va être une plante incontournable. Et par contre, on n'est pas dans la prévention comme l'échinacée si ça a réveillé notre système immunitaire. Donc là, on n'est pas dans la prévention. Ça vaudrait le coup que je recherche en fait des publications parce que peut-être, mais en tout cas, l'usage l'a vraiment démontré, reconnu, c'est celui-ci curatif. Et la dose, hein, ça c'est vraiment que c'est hyper important parce que parfois on prend des compléments alimentaires, on se dit bah tiens ça marche pas trop, pourtant j'ai une hygiène de vie adaptée, mais regardez les dosages. Ah oui, parce que quand c'est sous-dosé et en général et bon voilà, mais quand il y a un prix hyper accessible sur certains compléments alimentaires, regardez la dose parce que si vous devez prendre 10 gélules pour avoir une dose un peu efficace, bon bah, finalement je sais pas si vous ne perdez pas au change. Donc l'andrographie, on trouve ça où d'ailleurs l'andrographie? En pharmacie. Voilà, bon, merci. Ça pousse en pharmacie. Vous en avez. Non, pardon. Ça, j'avais pas en tête. Non, je me disais où est-ce qu'on peut facilement aller. Oui, non, mais je vous remercie. Bah oui, en pharmacie. Vous prenez pour un abruti. Non. Là, je saurais même plus vous dire parce que je bosse tellement sur des extraits. Bon, de toute façon, là, on est là pour parler de nutraceutiques. Les nutraceutiques, c'est en pharmacie. Donc, et pour avoir ce dosage-là, il faut le trouver en pharmacie. Parce que si c'était la plante, on n'aurait pas le bon dosage. Là, il faudra en manger des kilos. Il faut que l'extrait soit titré, standardisé. C'est ça qui va être important. Il y a aussi les huiles essentielles dont vous voulez nous parler. Quelles sont celles qu'il faut avoir? Oui, finalement, peut-être un petit peu plus connues, puisque je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà des huiles essentielles chez eux. Vous avez chez vous ces huiles essentielles dans cette armoire à pharmacie, menthe poivrée, l'eucalyptus globuleux, le radiata, le thym, le pin sylvestre. Bon, ils ont plein de propriétés. Des propriétés, on peut dire globalement antimicrobiennes, et notamment parce que les huiles essentielles vont être capables d'aller altérer la structure la structure en fait des bactéries. Vous savez, les bactéries, elles vont avoir une membrane cellulaire, tout comme nous, nos cellules, et dans cette membrane cellulaire, il va y avoir des acides gras qui composent cette couche de protection des bactéries. Et bien, les huiles essentielles, elles sont capables d'aller justement gêner cette structure-là et donc de rentrer à l'intérieur de la bactérie pour aller atteindre la bactérie et diminuer sa viabilité. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. Les huiles essentielles suivant, toujours important d'utiliser des huiles essentielles chémotypées, puisqu'en fait, chémotypée, c'est un peu la carte d'identité de l'huile essentielle, et elle va aller dire à l'intérieur quelles molécules il y a spécifiquement. Et c'est ces molécules qui vont conférer l'action aux huiles essentielles. Donc là, moi, je suis pas aromathérapeute, il y a vraiment des spécialistes là-dessus, et donc n'hésitez pas à aller vers eux. Il y a beaucoup aussi de pharmacies qui se sont qui se tournent vers cette aromathérapie, et voire même vous avez des équipes des personnes qui passent des DU. Donc voilà, vous pouvez être très bien accompagné, poser des questions, n'hésitez pas. Mais surtout, moi, le message que je voulais vous faire passer, c'est il faut les utiliser en association. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on a une mémoire olfactive. Alors, on se dirait, mais non, je suis nulle en odeur. Non, c'est pas moi. Si on utilise systématiquement une seule huile essentielle sur une situation de stress, sur une maladie, en fait, au fur et à mesure, l'organisme, il va mémoriser cette information, et il va mémoriser que cette odeur, elle est liée à ce stress. Et au fur et à mesure, ça va peut-être faire perdre en efficacité l'huile essentielle. Et donc, c'est pour ça que les aromathérapeutes, ils conseillent d'associer plusieurs huiles essentielles ensemble pour avoir des actions en plus complémentaires et éviter ce phénomène-là, qu'on peut avoir et qui peut faire perdre en efficacité. Et évidemment, le dernier message par rapport aux huiles essentielles, c'est de bien respecter les contre-indications. Oui, on sait qu'il y a beaucoup de mésusages sur les compléments alimentaires. C'est très dangereux puisque c'est efficace aussi. Oui. Si c'est mal utilisé, donc faites-vous évidemment accompagner. N'hésitez pas à demander à votre pharmacien qui est le lieu de fréquentation le plus utilisé par Alexia. Évidemment. Il y a la vitamine D. Vous aimez bien les pharmacies, c'est là que tout pousse, c'est là où tout se passe. Non mais le conseil la pharmacie, comme on trouve de tout pour notre santé, c'est là où on va pour bien autre chose que du médicament aujourd'hui. On le voit bien à l'heure actuelle, la pharmacie, on l'a vu encore pendant cette crise sanitaire, ça fait partie des premiers acteurs de santé de proximité. La pharmacie est ouverte quand on a un souci, comme moi, j'aime bien. Moi franchement, il y a quelques années, parce que j'ai un certain âge, et c'était un peu anxiogène quand j'allais à la pharmacie.
parce que médicaments, machin. Et là, j'y vais, j'aime bien. J'aime bien parce qu'on a du conseil. Alors, il faut connaître les bonnes pharmacies. Il y a du conseil. On n'est plus dans la maladie, on est dans la prévention, dans l'optimisation, dans plein de choses intéressantes. Donc, effectivement, j'attends plus qu'ils vendent du pain. Comme ça, je pourrais faire avoir une baguette et voilà, on pourrait faire tout en un. Je plaisante, évidemment. Peut-être n'en arriverons pas à des modèles comme ça qu'on peut voir effectivement dans d'autres pays européens. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Et oui, c'est pour ça. Oui, c'est vrai, pardon. Non, gardons notre spécificité. Oui. On marque une dernière pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de ce podcast avec Alexia, et vous allez nous donner les derniers actifs. Vous avez dit qu'on allait des plus communs au moins commun. D'ailleurs, sur le deuxième, je ne connaissais pas. Le prochain, par contre, on connaît. C'est la vitamine D. Vous allez nous détailler tout cela juste après ceci. Et c'est Alexia aujourd'hui, notre invitée. Alexia qui est Manarino, qui est experte en communication scientifique chez NHCO Nutrition. Alors avant l'émission, elle m'a dit oui, j'ai peur un peu de déborder. Mais oui, je vous le confirme, vous débordez, mais c'est intéressant. Il faut aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout des choses. Si ça doit prendre 3 heures, ça prendra 3 heures. Je plaisante évidemment, mais c'est important de bien expliquer tout ce qui peut nous aider, notamment à renforcer nos défenses naturelles avec des produits nutraceutiques, avec des actifs de santé naturelle pour affronter cet hiver. Et si on est enrhumé, plutôt que de durer une semaine, si ça peut durer 2 jours, c'est bien. Si on peut même anticiper plein de maux, on est tous partants. Vous nous avez parlé de l'échinacée, de l'andrographis, des huiles essentielles, de vitamine D maintenant. Oui, de vitamine D, mais du coup, je vais passer rapidement parce que je veux surtout vous parler de ceux qui, je pense, sont quand même vraiment moins connus. La vitamine D, allez, maintenant j'ai envie de dire, c'est une mode, c'est un classique, mais c'est surtout un incontournable. Mais pourquoi dans l'immunité ? Pourquoi l'hiver, et puis même toute l'année, très honnêtement. En fait, la vitamine D, elle va avoir un rôle dans l'intégrité de la muqueuse intestinale. Notamment, elle va avoir une action sur les protéines des jonctions serrées. Et c'est en ça que ça va être intéressant parce qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la barrière physique. Si votre intestin va bien, première barrière physique où les pathogènes ne passent pas. Après, la vitamine D, elle a aussi une action sur le système immunitaire inné, sur les macrophages, sur les cellules dendritiques, cette première ligne de défense du système immunitaire, ceux que l'on a dès la naissance. Bon, ils ne sont pas spécifiques, c'est un peu le problème. Mais la vitamine D, elle a aussi un rôle, finalement, sur le système immunitaire adaptatif, et notamment sur les lymphocytes T. Donc, la vitamine D, incontournable, parce que finalement, peu importe en physio sur quelle barrière, les externes, les internes, elle va avoir un intérêt sur chacune d'entre elles. Donc oui, et puis on le sait, la vitamine D, on la synthétise naturellement, notre corps sait la fabriquer, mais pour ça, il faut être exposé au soleil, et donc en hiver, forcément, il y a un petit peu moins de soleil. Donc voilà, ça va jouer aussi. Pensez à faire une cure de vitamine D pendant l'hiver. Bien, alors maintenant, on va passer sur des actifs, un petit focus sur des actifs peut-être un peu moins connus. Et s'ils le sont, est-ce qu'ils le sont vraiment pour leur efficacité et leur action ? Alors, c'est ce qu'on va voir. Moi, je voulais notamment vous parler d'acides aminés, forcément. Ah ça m'étonne. NHCO, acide aminé, je n'ai pas étonné. Tout à fait. Donc, je voulais vous parler en fait déjà de la N-acétylcystéine. Celle-là, elle est quand même beaucoup utilisée en pharmacie. Mais sauf que on se dit pas toujours « Ah oui, mais c'est un acide aminé ». Pourquoi il est intéressant cet acide aminé ? Premièrement, l'action la plus connue, c'est qu'il permet de fluidifier les sécrétions bronchiques, ce qui va permettre de mieux éliminer le mucus et d'améliorer la respiration des personnes. Voilà, donc ça c'est pour tout le monde, mais il y a notamment des études qui montrent que c'est aussi intéressant sur les maladies pulmonaires obstructives chroniques. Donc ça, il y a des études qui le prouvent et on en a depuis déjà une 30aine d'années. Donc l'ANAC pour fluidifier les sécrétions bronchiques. Mais l'ANAC, c'est aussi le précurseur du glutathion. Le glutathion, c'est un antioxydant puissant que notre corps fabrique et on le sait, on en a besoin puisque lorsque on est attaqué par un pathogène, par un virus, on va avoir davantage d'oxydation, d'inflammation. Donc on va avoir aussi besoin de plus d'antioxydants. Et quoi de mieux que nos propres antioxydants, ceux que notre corps fabrique. Voilà, donc c'est pour ça que l'ANAC, elle peut être connue et elle est présente en fait dans les traitements mucolytiques qu'on retrouve en officine. Ça, c'est la N-acétylcystéine.
Mais l'autre acide aminé dont je voulais surtout vous parler, c'était la glutamine. Et je trouve que la glutamine, elle est très connue pour le côté intestin, leaky gut, perméabilité intestinale, mais finalement moins sur le côté immunité. Donc c'est ça que je voulais vous présenter. Très bien, on a ce côté immunité de la glutamine. Alors là, c'est vrai que c'est pas forcément hyper connu la glutamine, mais là sur le côté spécifique immunité, qu'est-ce que vous avez à nous dire ? En fait, la glutamine, non, je vais le faire dans l'autre sens. Nos cellules, elles utilisent les glucides pour produire l'énergie, le glucose notamment. Et après, en deuxième substrat, ça va être les lipides, les acides gras. Mais lors d'une infection, on se rend compte que le taux de consommation de glutamine par les cellules immunitaires, il est similaire, voire même supérieur à celui du glucose. Ça, on l'a notamment vu dans des publications et dans des études où en fait les macrophages utilisaient la glutamine en période d'infection. Mais pourquoi ? Pour synthétiser plus de cytokines pro-inflammatoires, encore une fois, type interleukine, type TNF-alpha. Donc, finalement, les cellules immunitaires dans cette période d'infection, elles vont utiliser certes le glucose, mais pas que, et peut-être la glutamine. Voilà, la glutamine va être une source directe pour faire de l'énergie. Et comment ça fonctionne ? La glutamine va se transformer en glutamate. Le glutamate va alors se transformer en alpha-cétoglutarate. Parfois, on entend aussi alpha-kétoglutarate, c'est la même molécule. Et en fait, cette molécule, l'alpha-kétoglutarate, c'est un des acteurs du cycle de Krebs. Une fois qu'on est dans le cycle de Krebs, chaîne respiratoire, on a notre molécule d'ATP. Et donc, ATP veut dire énergie pour les cellules immunitaires, veut dire qu'elles peuvent aller intervenir sur le pathogène. Donc la glutamine, déjà une source directe d'énergie, mais aussi une source indirecte, puisque la glutamine, elle peut aussi, via la gluconéogénèse, se transformer en glucose. Et là, glucose, hop, on repart, on va au niveau de la glycolyse, cycle de Krebs, chaîne respiratoire, ATP. Donc vraiment, la glutamine, c'est une source d'énergie pour les cellules immunitaires. Je m'arrête sur cellules immunitaires parce que la glutamine, c'est l'acide aminé le plus abondant dans le corps, donc c'est pas seulement les cellules immunitaires, mais là, c'est le sujet de l'émission. C'est pas sa seule action. Elle a d'autres actions. Si je devais en dire une autre pour quand même tenir les timings, c'est que les cellules immunitaires, on appelle ça des cellules à division rapide. Ça, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que il faut très vite intervenir sur des pathogènes et ils vont avoir un rôle, enfin ces cellules immunitaires, elles doivent avoir une grande réactivité. Et ça, pour avoir cette grande réactivité, c'est notamment sous le contrôle de la glutamine, avec l'hormone de croissance, la GH, growth hormone en anglais. Son activité est directement liée à la concentration de glutamine dans le cerveau. Donc ça, c'est une première chose qui nous montre que, donc la glutamine va être importante parce que si je n'en ai pas assez, je ne vais pas avoir assez d'hormones de croissance naturelles, celles que je fabrique. Et donc du coup, je vais avoir toutes mes cellules qui vont moins se diviser et donc je peux ne pas être bien. Encore plus les cellules à division rapide comme les cellules immunitaires. Donc, première chose. Et deuxième chose, pourquoi la glutamine est si importante dans la multiplication cellulaire ? Parce que c'est en lien avec les... Alors, je ne sais pas si je vais correctement le prononcer, parce qu'à force de le lire, je vais vous le dire. C'est les MAPK, donc les mitose activation protéine kinase. C'est des protéines qui vous activent la division cellulaire. Donc, on est bien toujours dans ce rôle de « je multiplie », pour pouvoir aller intervenir auprès d'un pathogène. Et elles vont permettre en fait l'entrée en mitose des cellules, ces protéines. On retrouve dans des publications qu'en cas d'infection, plus l'apport de glutamine est élevé, plus il va y avoir une activation en fait au niveau de ces MAPK, et plus il va y avoir une prolifération des lymphocytes B et des lymphocytes T, donc ce qui étaient les cellules de notre immunité acquise. Donc comme quoi, oui, pour le leaky gut, la perméabilité, réguler la perméabilité intestinale, la glutamine, mais pas seulement. Voilà, il y a ce côté barrière, encore une fois, ça va être important, mais pas seulement, aussi important en tant que source d'énergie et aussi important dans la division cellulaire. Et ça, c'est méconnu par rapport à un échinacée, par rapport à de la vitamine D, voilà, par rapport à
à ce qu'on peut retrouver plutôt classiquement pour nous accompagner dans ces maux de l'hiver. Moi, personnellement, je le savais déjà. C'est pas pour je n'en doute même pas, ça Fabrice. fait partie de mon quotidien, moi. Tout à fait. Bon, non mais trêve de plaisanterie. Merci beaucoup, Alexia. Vous avez pas respecté du tout le timing, mais pas du tout. Mais ça valait le coup. Ça valait le coup. Merci pour ces informations. Émission donc, si vous écoutez en podcast, n'hésitez pas à partager, à la commenter, parce que ne gardez pas ces informations pour vous. Voyez-vous, c'est intéressant. C'est un podcast de moins d'une demi-heure. Tout est dit pour passer un hiver tranquille et en tout cas pour préparer votre organisme dans les meilleures conditions. Vous voulez rajouter quelque chose? J'ai pas le droit. Un grand merci. Merci à vous. Rendez-vous très vite sur NutriCast, émission que vous pouvez donc retrouver sur NutriCast et sur Nutri Radio. Merci Alexia. Merci, à bientôt.